Voilà, donc se finalise cette première journée du Forum national des lieux intermédiaires. Après une journée de réflexion en atelier, nous allons maintenant faire la synthèse, exercice difficile auquel vont se livrer donc, nos 5 rapporteurs, puisqu'on a un duo de rapporteurs sur un atelier. Dans l'ordre, donc Emmanuel Castan, qui est secrétaire général de THEMA, va synthétiser l'atelier 1, rôle et place des lieux intermédiaires dans le champ artistique et mise en réseau. Bonjour. Donc, l'idée, c'était d'interroger la question de la coopération, puisqu'on parle de mise en réseau, voilà. La coopération à l'échelle des structures artistiques et du monde culturel et même intersectoriel. Bon, on a... Alors, bien entendu, tous les gens qui étaient présents dans l'atelier seront bienvenus à l'issue de cette tentative de synthèse pour ajouter des éléments qui pourraient manquer ou, voilà, ou contredire. Donc, on est parti sur les 2 objectifs qui ont été posés ce matin, c'est-à-dire qu'est-ce qui réunit ces lieux et créer une parole commune des lieux indépendants. Donc pour ça, on a essayé d'établir à travers les échanges une typologie de ce qu'étaient les lieux intermédiaires dans cette dimension coopérative et puis de commencer à poser des premières pistes cet après-midi d'enjeux communs à défendre, d'actions, peut-être pas d'actions, mais voilà, de questions qui se posent. Donc les grands axes qui ont émergé au départ, c'est déjà que par rapport à parce que du coup on se situe quand même par rapport au monde de la diffusion, c'est-à-dire au secteur des non-lieux intermédiaires, qui donc en fait on a mis ça dans la dimension complémentarité versus concurrence, c'est-à-dire monde marchand dans la question de l'approche des lieux intermédiaires par rapport au secteur de la diffusion, peut-être où il y a une notion comme ça qui peut s'opposer à cet endroit-là. Et qu'on peut être force de proposition en matière de modèle, d'accompagnement artistique, et puis qu'il y aura peut-être à étudier la dimension internationale, peut-être dans un futur. Et que, bien entendu, la complémentarité était nécessaire dans ces périodes difficiles. Donc, on est parti de l'étude de cas de la Malterie qui a posé déjà une définition... une proposition, en tout cas de définition de la question de la coopération, c'est-à-dire aller dans le sens d'un intérêt commun, développer des projets personnels et professionnels en mettant le collectif au cœur du projet. Et donc voilà, après je vais vous dire quelques grandes lignes qui sont ressorties. Donc c'est la perméabilité, la porosité des lieux. Sinon après, enfin bon voilà, on est aussi sur des champs différents, donc c'était intéressant de voir... de quelle manière on peut être aussi sur des problématiques différentes dans différents champs. Donc, par exemple, il y avait une personne d'un collectif d'artistes plasticiens qui témoignait sur le fait que c'est un secteur, par exemple, qui fonctionne de manière solitaire et que c'est une réalité qui peut parfois compliquer la coopération, peut-être un peu différente de celle du spectacle vivant. Donc voilà, après dans les modèles de coopération qui peut exister entre les scènes de diffusion et les lieux intermédiaires, il y a eu quand même deux exemples de structures qui travaillent sur de la circulation des publics et des œuvres autour de connivence entre diffusion et résidence. Donc ça peut être une des pistes, mais c'est vrai que la question finalement de travailler avec le réseau de diffusion, enfin voilà, c'est ça. Enfin bon, finalement, ça n'a pas semblé une évidence à l'issue. Mais là, pour le coup, je laisserai peut-être. Finalement, en relisant l'ensemble, je sais pas, j'ai du mal à. Bon, bref. Qu'en tout cas, il y a un sentiment de décalage, que dans le milieu de la programmation, on est dans une zone marchande, dans un rapport d'achat. Et que dans l'espace des lieux intermédiaires, on est vraiment dans une zone d'échange, de partage et de coopération. Et que ça, c'est quand même un espace, une chose à faire valoir qui n'est pas simple parce qu'on ne peut pas modéliser. Mais voilà. Que la force des lieux intermédiaires, c'est d'être libre et inventif.
Et que justement, parce que bon, après ça peut interroger aussi sur l'avenir, sur la question de label, mais c'est aussi une des choses qui a pu bloquer le secteur du spectacle vivant aujourd'hui, dans le sens où on disait justement que les lieux intermédiaires étaient libres et inventifs et n'étaient pas bloqués par des schémas de pensée et des contraintes politiques. Enfin, ils le sont de fait, mais c'est une des choses où finalement, si on s'échappe de ces schémas, comment ne pas y retomber? En tout cas, essayer de ne pas y retomber. Après, une des forces, c'est aussi de comprendre ce qu'est un artiste. Alors après, il y avait une partie des structures de l'atelier qui étaient des lieux tenus par des compagnies. Donc ça, c'est une vraie question aujourd'hui aussi, qui a été clairement posée, c'est-à-dire comment reconnaître ces lieux compagnies. Alors on sait que la notion de lieu intermédiaire est beaucoup plus large, mais ça reste une question importante pour beaucoup, parce que c'est très lourd quand on est une compagnie, un artiste, de porter un lieu, donc ça a été posé. Et justement, dans cette histoire de se placer dans la chaîne du secteur artistique, du secteur de la diffusion, je crois que justement, finalement, il y a une volonté de ne pas se situer sur un point fixe dans la chaîne, et aujourd'hui, les lieux intermédiaires rentrent dans la catégorie autres lieux. Et en même temps, enfin, sur les réflexions à poser pour l'avenir de qu'est-ce qu'on veut, comment on veut agir, finalement, la difficulté à créer une case qui correspondrait, vu que finalement, il n'y a pas de case qui pourrait qualifier ce qu'est un lieu intermédiaire, parce qu'on s'est rendu compte en discutant que les lieux intermédiaires peuvent intervenir à tous les maillons de la chaîne. Et voilà, c'est une question en suspens. Et donc, alors juste en ouverture d'après-midi, on a demandé à chacun de poser un peu les mots forts ou les questionnements qui ont émergé du matin. Donc, je vais vous faire part plutôt de cette chose collective. Donc, sachant qu'évidemment, les lieux intermédiaires ont été qualifiés avant tout d'outils de travail. Non, c'est bon, t'inquiète. Donc, je vais faire rapide, hein. Mais en gros, voilà, il y a création, rencontre, précarité, parce qu'on sait aussi que ces lieux-là, ils naissent à partir de la précarité, et les collectifs, bon, ça peut naître aussi d'envie d'être ensemble, mais bon, voilà. Accueil, temps, accompagnement, visibilité, mise en réseau, liberté, expérimentation, complémentarité, perméabilité, artiste pour artiste, donc ça, la question des lieux d'artistes, et donc du coup la notion de l'échange, expérience, intérêt général, intérêt artistique, la notion d'équipement aussi, la question de lieu, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné on pose la question du lieu, de l'équipement, du projet, de l'équipe, enfin voilà, qu'on n'est pas forcément sur une dimension de lieu, mais peut-être sur une dimension de projet ou d'équipement, point d'interrogation. La question des compétences, la transversalité, donc évidemment, comment valoriser l'aspect qualitatif, c'est-à-dire le temps accordé aux autres, justement, dû à cette dimension d'échange et de partage, le rapport au public, aux amateurs, à l'action artistique, des lieux politiques, artistiques, dans leur dimension artistique, territoriale et dans le travail avec la société civile, la question de la mutualisation, partage, investissement humain, autonomie, lieu compagnie, fabrique de culture, rencontre, maison, accueil. Et donc, laboratoire, collectif, ouvert au niveau artistique et au niveau des populations, occupation des espaces vides. Alors ça, c'était une notion intéressante, c'est-à-dire qu'il a été convenu que finalement, les lieux intermédiaires se créaient dans des espaces vides. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un besoin qui est vu, ça se crée par nécessité. Enfin, ça se crée par nécessité, soit des artistes qui ont besoin d'outils de travail qu'à un moment donné, ils ouvrent aux autres, soit par nécessité de populations qui sont là quelque part et qu'on a envie de créer quelque chose du projet autour de ça, pour travailler avec ces populations-là. Et puis la notion d'éclater les cadres. Et il s'est dit, on s'autonome, on s'autoproclame, donc on s'autodéfinit. Et sur qu'est-ce qu'on défend et comment, mais bon, ça c'est plus des notions à creuser peut-être.
Donc la question des lieux compagnies, la défense de maisons d'artistes, la défense d'outils de travail, la réappropriation des outils de travail que sont les théâtres, de définir la case, peut-être une des pistes pourrait être de définir la case autre lieu, si tant est qu'elle soit définissable, d'étendre potentiellement le modèle francilien, donc à partir de ce qu'a fait Actif, est-ce que c'est à partir de là qu'il faut partir pour étendre tel quel le modèle francilien, être dans l'injonction de pas être comment dire, à la fin il a été dit il y en a marre d'être gentil, faisons de l'injonction, occupons. Et puis la dimension, alors peut-être de réfléchir à la coopération internationale, d'autres modèles qui se font ailleurs et comment à un moment donné rentrer dans une dimension de coopération internationale. Voilà. Merci. Je réalise que je n'ai pas rappelé la règle du jeu. On s'était dit, parce que Emmanuel appelait à ce que les membres de l'atelier complètent. Or non, en fait, justement l'idée c'est qu'on fasse ce soir, que chaque rapporteur fasse une synthèse en un quart d'heure, et demain on se retrouve, de toute façon on va redébattre, mais on ne va pas discuter, en tout cas là, on ne va pas débattre là ce soir. On va maintenant, Philippe Henry, qui est membre d'Art Factory d'autre part, chercheur, va synthétiser l'atelier 2, quel modèle économique pour les lieux intermédiaires. Absolument. Donc je vais refaire ce que j'ai testé au niveau du groupe, avec deux préambules, qui est bien entendu, il y a une dimension subjective dans le tri et dans la réorganisation, et puis je regarde aussi ça du point de vue de l'œil du socio-économiste, en essayant aussi de faire apparaître ce qui me paraît avoir été débattu, exprimé, peut-être aussi ce qui me paraît avoir été laissé en creux ou ne pas avoir été abordé et qui, à mon avis, pourtant participe à la question de l'économie des lieux intermédiaires. Alors, ce qui me semble apparaître en fin de journée, c'est que ce terme de modèle économique a surtout été abordé, exprimé, du point de vue des modes de fonctionnement propres des organisations ou projets dont il était question, avec en particulier cette question récurrente de comment on arrive à ajuster les charges que nous avons avec les ressources, et vous savez dans quel sens va plutôt le déséquilibre. Donc ça a été à mon avis le fil conducteur et la façon dont ce terme de modèle économique a été abordé. Une autre approche un peu plus large de cette terminologie a peut-être été aussi esquissée quand, dans l'après-midi, il a été question de la pluralité de la notion de valeur. La valeur n'est pas que la valeur économique, et en particulier dans nos secteurs du symbolique. C'est une valeur symbolique, c'est une valeur relationnelle qui, à un moment donné, devient économique, ou aussi à partir des questions, des critères ou des indicateurs d'évaluation de ces projets. Mais enfin, ça n'a été qu'évoqué. Et ce qui a été, à mon avis, laissé en creux relativement, c'est la place de ce type d'organisation du projet dans l'économie générale des filières, spectacle vivant, art plastique, entre autres, ou plus largement dans l'économie du champ artistique et culturel, ou plus largement dans l'économie actuelle, créative et autres, dans laquelle ces lieux sont aujourd'hui plongés et qui fait peut-être une différence aussi avec leurs ancêtres ou leurs prédécesseurs qui s'appelaient les friches culturelles. Ça, c'est donc, me semble-t-il, l'optique et l'approche générale qui a été abordée. À partir de là, 6 points, j'ai resynthétisé en 6 points. Le premier qui apparaît comme à la racine, à l'initiale de ces projets, c'est de façon assez récurrente la nécessité de trouver un lieu, de construire un outil de travail, qui soit fixe ou plus mobile d'ailleurs, pour des artistes ou des organisations artistiques qui visent à vivre de cette activité. C'est-à-dire que c'est quand même plutôt l'entrée par les professionnels qui a été mis en avant. Et là, de ce point de vue-là, surtout l'après-midi, il a été bien signalé que l'équation économique de ces projets varie avec l'histoire du projet initial, où on prend d'ailleurs peut-être pas suffisamment en compte d'un certain nombre de critères de l'environnement ou de l'organisation juridique réglementaire, jusqu'au moment où, se développant, il y a forcément une structuration
une institutionnalisation. Il y a aussi cette dimension d'entrepreneuriat qui va apparaître, va devoir être considérée alors qu'il n'était pas forcément présent au début. Bref, ça veut dire que modèle économique, même dans l'acception qui a été prise, ne doit pas être décliné au singulier, mais au pluriel, et c'est une variation au fil de l'histoire du lieu ou de l'organisation. Le deuxième point, moi, qui m'a paru sauter aux yeux, c'est qu'il est d'abord question, je m'inscris peut-être un peu en différence par rapport à ce qui s'est dit, de fonctions amont de la filière, c'est-à-dire des fonctions de recherche, expérimentation ou de production-fabrication, même si d'autres fonctions sont à la fois évoquées et nécessairement présentes, en particulier par deux modalités. Les bureaux administratifs, souvent présents. Les bureaux administratifs font autre chose que simplement ces fonctions-là, mais il n'en a pas été dit autre chose qu'il y a des bureaux administratifs, on ne sait pas ce qu'ils font. Et par ailleurs, sur la présence aussi récurrente d'espaces de monstration ou de première représentation, même si c'est sur des petites jauges. Mais la question aussi du lien de ces espaces projets ou de ces lieux intermédiaires avec les partenaires nécessairement à mobiliser, soit autour ou à propos de ces fonctions aval de distribution, diffusion, appropriation, mais aussi à l'amont, coproduction, etc., n'a été abordée que de façon vraiment très, très oblique. Alors que je pense qu'il y a là une question centrale de comment ces lieux s'articulent avec les autres organisations présentes dans leur filière ou plus largement dans leur environnement. Le troisième point que je voudrais signaler, c'est cette question récurrente de mais comment assurer la pérennité, la viabilité de ces lieux. Et à partir du moment où aussi, même si elle n'est pas exclusive, ce sont quand même les fonctions amont qui quand même sont très présentes, on voit bien que vous êtes renvoyé à la question de la possibilité d'avoir des aides redistributives, qu'elles viennent d'organisations de partenaires civils ou publics, puisque, comme chacun sait, les fonctions amont des filières, et pas simplement artistiques, mais encore plus des filières artistiques, sont peu productrices en soi de valeur économique. C'est au fil de la chaîne de valeur que les choses vont apparaître. Et donc là encore, dans ce jeu, quelle est la place dans la filière centrale d'activité ou dans les multiples filières, puisqu'il y a des lieux qui sont sur plusieurs filières. Quelle est la place de ces lieux dans chacune de leurs filières? Ça, c'est un point qui, à mon avis, n'a pas été vraiment abordé, même si dans la conversation, on voyait bien que constamment, il y avait des partenaires, il y avait des nécessités de s'articuler. Dans l'après-midi aussi a été mentionné combien la pérennité était encore liée à la course au projet, peu de financement régulier au fonctionnement. C'est en récupérant des petites marges projet par projet, mais c'est épuisant, que vous arrivez plus ou moins à faire vivre vos lieux. Et donc de façon aussi plus large, c'est aussi la question de, au-delà de nous sommes d'intérêt général, quels sont les arguments aujourd'hui qui peuvent être entendus ou qui peuvent être reconnus par des partenaires extérieurs, en quoi vous êtes d'utilité sociale et qui mériterait justement qu'on vous aide un peu plus, en particulier dans ces fonctions extrêmement difficiles et risquées. Les fonctions amont des filières artistiques sont, en termes d'économie, une des parties les plus risquées de l'économie de ces filières. Le quatrième point, qui moi m'a aussi sauté aux yeux, c'est que je citais les friches culturelles, c'était un peu plus présent, à mon avis, dans la génération d'avant, c'est que la question des populations ou des territoires sont présents, mais peut-être pas de façon constitutive du projet. Oui, il faut s'intéresser aux territoires, oui, il faut s'intéresser aux populations, mais très souvent aussi a été mentionné, oui, il faut ouvrir au public, il faut montrer des étapes du processus de création, il faut faire des présentations, mais il a plus été question des résidences de production et des premières monstrations des projets de création que des problématiques d'appropriation de l'offre artistique par nos concitoyens, de participation de ces concitoyens au processus artistique, ou même de participation à la gouvernance même des lieux, même si ça a été évoqué un petit peu dans l'après-midi.
Le 5e point que je voudrais souligner, c'est la question de la dimension collégiale. On a là donc une gouvernance qui prétend et qui, de fait, s'organise autour de la notion de collectif. Mais là encore, je pense qu'il serait intéressant d'y aller voir d'un peu plus près. Quelles sont les conditions, jusqu'où, à quel moment, c'est quoi les modes de décision quand on n'est pas tous d'accord. D'ailleurs, l'après-midi, il a été signalé que, comme toutes les TPE, mais encore plus peut-être dans ce milieu-là, il y a un problème de taille critique. Et donc, il y a souvent des crises de croissance quand ça commence à grossir. Et souvent, ces lieux-là attirent quand même beaucoup d'artistes ou d'organisations qui manquent de lieux de travail. Donc, spontanément, ça a tendance à grossir. On sent bien, il a été réévoqué, c'est pas une nouveauté, mais c'est redit, qu'à partir d'une certaine taille, jouer le collectif, gérer une gouvernance partagée quand on est 100, 150, ça devient très compliqué. Surtout que, clairement, nous n'avons pas encore les outils de construction, de délibération adaptés à ces nouveaux formats. Mais je veux dire que nous sommes, et les lieux sont peut-être des lieux d'expérimentation de ça. Il a plutôt été question sur cette question de la gouvernance, des questions de convention collective et puis aussi de comment on peut prendre en considération les salariés. Ça aussi, ça a été évoqué. Le 6e et dernier point, j'espère que je ne suis pas trop long, que je suis dans les temps, c'est la dimension de l'indépendance. Alors, ça a été abordé de deux façons. C'est d'une part par la question de la nature de l'occupation des lieux, squat, mise à disposition, location, avec le problème de si on loue, d'une part, ça a des incidences sur l'économique, mais aussi tiens, il y a un certain nombre de partenaires non publics qui disent « mais pourquoi vous aider alors que l'argent passe à un propriétaire privé ?» Très bien. Alors la question de la propriété, soit alors propriété par les pouvoirs publics, oui mais alors l'indépendance c'est éteint, ou alors devenir nous-mêmes propriétaires, mais comment faire le montage financier qui permette, et les emprunts, donc une visibilité à long terme qui permettent d'acquérir cette indépendance par la propriété des lieux. On voit bien que ce statut de cette nature de l'occupation a une incidence directe sur le modèle économique, dont d'ailleurs aussi là, très directement, la dimension financière. Une location, ça coûte cher. Un remboursement d'emprunt, ça coûte cher d'une part, et puis il faut le tenir à long terme, alors que souvent, les visibilités de développement sont à 6 mois, 1 an, mais dans 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on pourra faire? On ne sait pas. La dimension de l'indépendance a été aussi abordée l'après-midi sous un autre angle, de l'encadrement réglementaire, droit du travail, structure juridique disponible, statut flou du bénévolat dans le cadre réglementaire actuel, qui sont autant d'éléments qui sont à la fois nécessaires à considérer, mais qui aussi entrent dans l'équation de indépendance, dépendance partielle, comment on jongle avec cette question-là. Et là, on voit bien que ce n'est pas simple, d'autant plus que, là encore, c'est pas une nouveauté, mais ça a été redit, il y a quand même c'est assez normal dans des formes qui ne sont pas les formes ordinaires. Beaucoup de cadres réglementaires, y compris général, sont difficilement adaptables, voire pas du tout adaptés aux spécificités même de votre activité. Voilà, il y a eu d'autres choses qui ont été évoquées, mais je pense avoir fait un premier tour synthétique, puisque c'était l'exercice acrobatique que l'on nous demandait. Merci. Sébastien Gazeau, donc, qui est rédacteur et qui travaille beaucoup ces questions, les intermédiaires, nouveaux territoires de l'art, notamment avec Art Factory d'autre part, va synthétiser donc l'atelier 3, autonomie, indépendance, interdépendance, quelle relation au pouvoir public? Donc il y a pas mal de choses que Philippe vient à l'instant d'évoquer, qui ont été abordées dans cet atelier, que je vais essayer de problématiser à brûle-pourpoint. Tout d'abord, il me semble que pendant toute une partie de la journée, il a été question de définir un peu la nature des actions qui sont menées dans ces lieux et par ces lieux intermédiaires de fabrique. Tout d'abord, une personne a rappelé assez vivement, même si c'est une chose qui a été pas si développée que ça, que l'action
cette action-là porte dans le secteur culturel, se situe dans le secteur culturel, c'est-à-dire que les lieux sont intermédiaires au motif qu'ils interviennent à un endroit où d'autres lieux n'interviennent pas, à savoir ils donnent des espaces de travail, ils permettent de mettre en place des modes de production un peu différents, hybrides, alternatifs. Et ces lieux travaillent aussi évidemment de nouvelles formes artistiques avec des diffusions assez singulières. À travers leurs actions, ces lieux montrent de manière plus générale que le secteur culturel ne peut pas se limiter aux beaux-arts et aux disciplines reconnues par les institutions culturelles, mais que ce terme-là de culture doit pouvoir aussi englober ce que ces lieux défendent et proposent. Au-delà du secteur culturel, et c'est surtout à cette échelle-là que la discussion a porté, me semble-t-il, pendant toute la journée, ces lieux interviennent sur des questions de société, beaucoup plus largement, et pas seulement sur des questions d'ordre artistique. Il a été peu question d'artistique en réalité pendant les discussions. Ces lieux interviennent dans des territoires auprès de personnes, de populations, sur des thématiques que les pouvoirs publics ne traitent pas nécessairement, ne savent pas traiter. Et en ce sens, ils ont un rôle, ils occupent une place dans l'ensemble de la société et pas seulement dans le champ culturel. Ce qui permet d'évoquer la notion de service public. En fait, à travers leurs actions, ces lieux de fabrique intermédiaires, lieux de fabrique / intermédiaires, répondent moins à des missions de service public qu'elles ne proposent des interprétations ou des façons de mettre en œuvre certaines missions de service public qui soit ne sont pas réalisées à leurs yeux, soit qui ne sont pas réalisées à leurs yeux. Donc la culture, à ce titre, est un domaine particulier, mais de manière plus générale, leur action est du domaine public. Une particularité de ces lieux est que cette interprétation de mission de service public ou cette façon de les mettre en œuvre se fait de façon totalement indépendante et notamment dans la liberté d'initiative dont ces lieux font preuve. Ils sont à ce titre-là innovants. Mais à côté de cette indépendance d'action ou d'initiative, il y a aussi un souci partagé d'agir en conscience. Il y a une personne pendant cet atelier qui a largement parlé du récit, que ces lieux-là, en fait, produisent des récits, c'est-à-dire peut-être des sortes de façons d'écrire leur histoire et d'écrire l'histoire du territoire au sens le plus large du terme dans lequel ces actions se déroulent. Autant dire que ces actions ne sont pas seulement la mise en application d'objectifs, mais portent une vision plus globale, une vision sociétale. C'est ce qui les rapproche les unes des autres aussi, ces initiatives, c'est que même si elles le font à chaque fois de manière singulière, elles ont en commun de fabriquer du commun, justement. C'est-à-dire elles se considèrent comme agissant pour le bien commun. Deuxième sujet qui a été abordé pendant cette journée, c'est la façon dont les lieux mettent en place des tactiques ou des stratégies pour poursuivre leurs actions. Tout d'abord, c'est à travers les outils qu'elles ont, les lieux physiques. Pendant cet atelier, la majorité des personnes présentes travaillaient au sein de lieux. Ce n'est pas toujours le cas, c'est important de le rappeler. Mais là, en l'occurrence, c'était le cas.
Et ces outils, en tout cas, dans ce contexte particulier, inscrit l'action durablement sur un territoire. Et une autre tactique, on peut dire, que ces initiatives mettent en œuvre, c'est une nouvelle fois ces récits, c'est-à-dire au lieu qu'elles font vivre, qu'elles créent, qu'elles font vivre, elles adossent aussi des récits, et ces récits font force et appuient les actions et les outils qu'ils utilisent. Dans cette stratégie-là, il y a la notion d'action collective qui est assez centrale, c'est-à-dire que ces lieux souvent sont le produit de regroupements de personnes, de collectifs d'artistes en leur sein, mais peuvent être aussi porteurs ou d'actions qui s'élaborent de manière collective au-delà des lieux, c'est-à-dire en co-construction avec d'autres acteurs d'un territoire, acteurs culturels et artistiques, mais pas seulement. C'est-à-dire que ces lieux veillent à s'inscrire, enfin veillent ou en tout cas s'inscrivent dans des réseaux de partenaires. Et parmi ces partenaires, il y a évidemment les pouvoirs publics. Plusieurs personnes ont rappelé la nécessité, et pour cause, puisque là aussi, l'ensemble des personnes participant à cet atelier étaient dans des lieux qui, à un moment ou à un autre, ou alors tout le temps, perçoivent des subventions, donc de l'argent public. Beaucoup de personnes, donc, disaient la nécessité de bien s'entendre avec les subventionneurs et de bien s'entendre avec eux au titre de partenaires, c'est-à-dire de personnes ou d'institutions avec lesquelles il est possible de co-construire des actions, ce qui renforce aussi la dimension collective de ces actions-là. Ce qui fait aussi que par cette stratégie-là, les lieux deviennent eux-mêmes des acteurs de l'action publique et le revendiquent comme tel. Ils le revendiquent aussi en jouant souvent d'une notion qui est dans le titre même de cet atelier, à savoir la notion d'interdépendance, c'est-à-dire qu'en travaillant avec différents partenaires, en travaillant aussi avec différentes collectivités publiques, ou avec l'État évidemment, ces lieux s'alimentent à plusieurs sources, c'est-à-dire qu'ils se donnent les moyens de pouvoir agir à différents endroits, ce qui leur donne une certaine force. Des fois, peut-être que ça peut les fragiliser, mais ça leur donne aussi une certaine force, c'est-à-dire que si jamais il y a une difficulté à tel endroit, dans tel partenariat, il y a toujours la possibilité de travailler à un autre endroit. Enfin, une stratégie, une tactique employée par ces lieux, en tout cas, c'est un horizon qui est partagé par beaucoup, c'est d'avoir concrètement la maîtrise d'usage, même si ce terme-là n'a pas été employé pendant l'atelier, mais avoir en tout cas la capacité d'utiliser à son gré, de façon autonome pour le coup, d'utiliser cet outil-là, ce lieu. Je ne rentre pas dans les détails des différentes façons qui ont été évoquées, de la manière dont on peut concrètement avoir la maîtrise d'usage. Troisième point que je souhaite mettre en avant, c'est la manière dont ces lieux, ces initiatives, par leur présence et leur action durable sur un territoire et auprès de populations, interrogent la façon dont le pouvoir s'exerce. Le pouvoir, les pouvoirs publics, mais le pouvoir de manière générale. Le pouvoir de manière générale, c'est-à-dire que très concrètement, ces lieux montrent qu'ils ont une capacité de transformation, une capacité indépendante de transformation de la société, d'un environnement, de capacité de transformation de formes artistiques, etc.
et que cette capacité-là peut venir d'une certaine manière peut être une sorte de contre-pouvoir aux politiques, ou alors, dans une façon un peu moins combative, une manière de travailler à côté des pouvoirs publics. En tout cas, ces lieux-là, c'est des propos qui ont été employés à un moment donné, ces forces demandent plutôt au pouvoir public de ne pas être dans une logique d'encadrement, comme c'est très souvent le cas, mais plutôt d'être dans une logique d'accompagnement. Cette façon d'aborder le partenariat acteurs de la société civile et pouvoir public, évidemment, peut effrayer parfois les pouvoirs publics qui sentent que ces initiatives-là et ces actions peuvent, à un moment ou à un autre, leur échapper. Puisque ces mêmes pouvoirs publics ont tendance à institutionnaliser ou à figer ces actions. Or, ces actions-là et ces lieux-là revendiquent et sont, de fait, la plupart du temps, dans un processus, un mouvement perpétuel. C'est une chose qui a été exprimée de manière assez forte et qu'on sait propre à ces lieux-là. Et cette façon d'être tout le temps en mouvement est difficile à reconnaître par les pouvoirs publics. Elle est difficile à reconnaître parce que justement elle va à l'encontre d'une forme d'intervention qui est plutôt justement d'encadrement, c'est-à-dire de cadre, c'est-à-dire de cases, et qui va voilà. Au niveau plus institutionnel cette fois, ces lieux-là défendent des manières de faire, à la fois au niveau local, mais aussi au niveau national, c'est-à-dire que leur action, évidemment, s'inscrit dans un territoire physique, géographique, mais elle s'inscrit aussi dans un territoire au sens plus vaste. Et une personne pendant cet atelier a dit combien il serait important que cette dimension-là, cet échelon national, soit bienveillant à l'égard de ces lieux et de ces actions. Il me reste combien de temps ? 5 minutes ? 2 ? Ouhou, je vais aller très vite. Au niveau politique, dans cette façon de reconsidérer le partage du pouvoir ou des pouvoirs, ce qu'il est très important, et toute la discussion a apporté, une grande partie de la discussion a porté sur ça. Il s'agit de montrer comment est-ce que ces lieux interviennent à l'échelle de politique publique de la culture, c'est-à-dire qu'en tant qu'acteurs indépendants, force de proposition, ils remettent en question la façon dont les politiques publiques de la culture s'élaborent et se mettent en pratique. Quatrième et dernier point, au-delà de toutes ces intentions nobles et des ambitions qui sont portées par ces lieux, on découvre aussi qu'ils ne sont pas à l'abri de certains défauts, certaines défaillances, ou de sombrer dans certains écueils. C'est un terme que j'ai choisi, qui n'a pas été évoqué, mais c'est aussi une manière de lister en quelque sorte certaines incompréhensions qui existent à l'égard de ces lieux et qui font qu'on risque toujours, en tout cas que les pouvoirs publics risquent toujours de perdre la spécificité de ces lieux et de leur action. Ce premier écueil, c'est la labellisation. En faisant croire à la reconnaissance de ces lieux via une ligne budgétaire au niveau de l'Île-de-France, mais qui par certains est considérée consciemment ou inconsciemment comme étant une forme de label. En fait, il y a peut-être une méconnaissance de l'action portée par ces lieux. Il y a un autre écueil, c'est l'instrumentalisation ou la récupération de ces actions.
les pouvoirs publics, s'ils ont parfois des difficultés à reconnaître ce qui se passe dans ces lieux, et ce que font ces lieux, sont aussi des fois très réactifs et sont en capacité de saisir très très rapidement de ce qu'ils sont en train de faire et savent réintégrer ces actions-là au sein de programmes de partis politiques, par exemple, pour faire valoir certaines actions alors qu'elles ne les financent, alors que ces pouvoirs publics ne les financent pas forcément à leur juste valeur. Un autre écueil, beaucoup de ces lieux dans leur histoire ont rencontré des personnes qui les ont soutenus au sein de différentes collectivités publiques ou dans les ministères et en ont bénéficié largement pour se rendre compte lorsque ces personnes partaient que leur action n'était plus reconnue. Toute la difficulté porte donc sur le fait de reconnaître ces lieux d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire soit reconnus au-delà des personnes qui les portent ou des personnes qui les reconnaissent. À ce titre-là, peut-être qu'il faudrait reposer la question, qui n'a pas été évoquée pendant cet atelier, du droit commun. Avant-dernier écueil, il y a un manque de communication qui peut apparaître de la part de ces lieux. Manque de communication, tout simplement, s'ils sont prompts dans l'ensemble à produire des récits, des réflexions sur leurs actions et sur le bien fondé de ces actions, ils sont parfois en difficulté, volontairement ou non, pour diffuser ces récits, les faire reconnaître, mais aussi de façon beaucoup plus pragmatique. Une personne à un moment donné a dit l'importance qu'il pouvait y avoir à simplement ouvrir les portes d'un lieu sur un quartier et comme ça faire savoir ce qui s'y passe. Et ça c'est le dernier travers ou le dernier écueil dans lequel ces lieux peuvent sombrer. C'est le fait de justement se refermer sur son action ou sur son propre lieu ou sur ses acquis pouvant être une habilitation ou la reconnaissance par une personne au sein d'une collectivité, d'une institution, et donc de figer une action et de figer une façon de faire qui à l'origine est au contraire en mouvement perpétuel. Ce qui me permet de conclure en disant que le rapport de force politique dont il a été question pas mal de fois dans cet atelier, s'il n'est pas une fin en soi, peut être en tout cas à un moment donné le signe de la bonne santé d'un lieu. Merci. Merci. Donc maintenant, Claire Bûcher de Théma et Omar de la Friche Lamartine ont synthétisé l'atelier 4, transsectorialité et intérêt général, un ancrage fort dans la société. On a donc partagé la journée en deux. Ce matin, Joël et Patricia nous ont proposé, pour faire démarrer les échanges, un point de départ en nous proposant 3 typologies d'intervention des lieux et qui nous a permis d'engager la conversation et l'échange et surtout de les dépasser, mais je vais quand même vous les livrer pour que vous sachiez d'où on est parti. Donc le premier, c'était une intervention de projet artistique de territoire. Le deuxième, c'était plutôt la connivence entre création et action culturelle. La première, c'était projet artistique de territoire. Je vais trop vite. Non, ça va. Alors, la seconde, donc, c'était plutôt la connivence entre création et action culturelle. Et la dernière, l'intervention sur le mode de l'intersectorialité. Donc ces échanges nous ont permis de dégager un certain nombre d'enjeux et même de méthodologies ou de modes opératoires qu'on retrouve sur les différents lieux. Donc voilà, on s'est attaché à ça ce matin et cet après-midi, on était plus sur des propositions. Et ça, Omar vous livrera tout ça après. Donc je vais commencer par les enjeux. Tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, au niveau des enjeux, on en a noté
noté un certain nombre. Donc en premier, l'ouverture à l'hybridation sur un même lieu et la coopération avec d'autres acteurs du territoire qui ne sont pas forcément du champ culturel. On a noté une envie partagée, mais les difficultés également de s'adresser artistiquement à tous sur un territoire. Alors oui, celui-là il est un peu plus compliqué. Tu peux m'aider? C'était. Oui, sur celui-là, on parlait du geste. Voilà, c'était le geste artistique qui est générateur d'intérêt général et de citoyenneté. Enfin, on est parti sur la notion d'être bien dans sa ville, que l'action artistique, voilà, c'est un enjeu d'essayer de faire se sentir mieux dans sa ville. Voilà, en gros. Hein. Ensuite, je suis désolée, j'ai des petites flèches un peu partout. Voilà. Voilà. Donc, le dernier enjeu, parce que le suivant, il est à cheval entre l'enjeu et la méthodologie. Donc, le dernier qu'on a dégagé des échanges de ce matin, c'était que le lieu devient, voilà, de par sa situation comme ça, à la croisée de plein de choses, devient de fait une structure ressource pour les autres acteurs, pour les institutions, les élus, etc. Donc voilà, là c'est voilà pour les enjeux. Je vais passer à tout ce qui est méthodologie et méthode d'action. Là, voilà, on a dégagé un point qui est un peu à cheval entre les deux, entre l'enjeu et la méthodo. C'est la nécessité des lieux de maîtriser de A à Z leur démarche artistique. Donc c'est en ça qu'on a notamment dépassé, bon, je ne suis pas revenue là-dessus, mais qu'on a dépassé la typologie puisque on avait séparé projet artistique, voilà, ça a été au cœur des conversations, projet artistique et connivence entre création et action culturelle. Et en fait, voilà, du fait de la maîtrise je ne retrouve plus. Voilà, le fait de maîtriser de A à Z la démarche artistique, on est dans un. Voilà, il n'y a pas vraiment de séparation entre création et action culturelle et action artistique. Voilà. Donc voilà, ça me permet de passer donc au volet de la méthodo et donc d'un certain nombre de constantes qu'on a dégagées. L'inventivité est revenue assez souvent, donc des formes alternatives de l'action culturelle qui prend son sens et ses effets dans la durée, en fait, en installant comme ça sur la durée des actions. Donc ça, c'est un peu en lien avec la nécessité de l'inventivité. Excuse-moi, je te relis pas. De créer, tu dis ? Donc créer une rencontre mutuelle et un partage du geste artistique. Excuse-moi. Donc voilà. Donc ensuite, une autre notion qu'on a dégagée, c'est qu'il ne faut pas oublier donc la notion de plaisir. Juste par la création. Oui, voilà. Donc la nécessité de l'inventivité. Et de créer une rencontre mutuelle et le partage du geste artistique. Donc, au-delà donc à travers tout ça, il ne faut pas oublier la notion de plaisir et de convivialité. Voilà. Et en autre aspect, c'est l'engagement militant qui est au service de l'éthique de la rencontre. Et ça comprend, mais tout en comprenant un risque d'être mal accueilli, d'une certaine hostilité au moment de l'action, en fait. Et enfin, non, il en reste deux. Presque enfin, la notion d'échange, en fait, qui doit être pensée
comme un baume, où l'action culturelle ne devient pas une sorte de baume comme ça sur tous les maux de la société, mais qui doit bien être pensée en termes d'échange entre les territoires, les habitants et les acteurs du lieu. Ça, c'est très important et ça passe par l'idée de pérennisation, mais ça fait dégager un certain nombre de questions. Quelle pérennisation et il faudrait la penser en amont pour savoir quel processus développer à l'issue du projet pour... qu'est-ce qu'on pérennise en fait à la suite de ça? Est-ce que c'est nécessaire de pérenniser? Donc voilà, il y a eu un certain nombre de questions qui nous a traversées voilà, en parlant de ça. Et enfin, dernier point que je dégage, c'est la nécessité de pédagogie à destination des élus et des institutions. Voilà. Je passe la parole à Omar. Alors, nous ensuite, on a développé après ce travail autour des enjeux, on a travaillé sur quelques propositions et donc articulé autour de quel type de propositions pour un discours commun, quel dialogue avec les collectivités, dans quelle logique d'action rentrer, quel type d'organisation collective mettre en place et quelle organisation pour les lieux intermédiaires en fonction de leur territoire. Donc la première idée qui a émergé, c'est celle qu'on vient un peu maintenant, c'est celle de développer des mouvements fédérés pour permettre de densifier individuellement et collectivement et apprendre à agir ensemble et savoir le faire chaque fois mieux. Et ensuite, parce que les élus et les techniciens sont souvent démunis dans la complexité des différents champs, il y avait cette hypothèse de pouvoir permettre à la participation de l'artistique pour faire un lien. Et du coup, c'est l'idée d'associer en fait le chercheur, l'artiste, sur les questions de l'aménagement du territoire au moment de la conception du projet et qu'il soit partie prenante du processus dès le début et qu'il n'arrive pas juste à la fin comme la cerise sur le gâteau. Sur un troisième point, on a mis en lumière ce phénomène de normalisation qui peut arriver où la ville peut s'emparer d'initiatives qui ont une dimension de laboratoire social et en déposséder les initiateurs. Et que du coup, il y a la nécessité d'un travail de pédagogie auprès des collectivités pour éviter que ça se produise et que ça se fasse de manière inconsciente ou continue. Sur un quatrième point, c'est développer la question de savoir développer une certaine clarté dans les modes de communication, de créer des espaces de dialogue qui favoriseraient une démocratie locale et de fait une démocratie culturelle en développant des discours audibles sans être simplistes. Et sur un cinquième point, l'idée était qu'on sait créer de la coopération territoriale, développer des dialogues multiservices à travers le projet, et que de cette façon-là, on participe à la mise en place d'intérêt général, d'utilité publique, et que la force vive nécessaire à cette dynamique-là, elle est vraiment à rechercher dans la société civile. Sur un sixième point, on avait développé la question que posent les normes ERP de nos lieux. Et elle posait la question, la proposition était d'ordre de l'acquisition de la compétence de la maîtrise d'ouvrage et éventuellement de solliciter afin d'obtenir de nouveaux droits, et notamment sur la question de la maîtrise d'usage, dont on a parlé juste avant, en faisant attention que cette maîtrise d'usage ne devienne pas une maîtrise d'usure. Ensuite, ça c'était une idée assez intéressante, c'était que il est important de développer une notion d'interconnaissance autour de l'intersectorialité avec les partenaires institutionnels ou autrement professionnels,
et de pouvoir échanger autour de dispositifs d'échange sur des politiques globales et puis d'expériences pratiques réelles en développement des dispositifs d'immersion où on pourrait permettre à des acteurs de lieux intermédiaires de vivre la réalité d'institutions et à des acteurs institutionnels de vivre la réalité de lieux intermédiaires. Sur un 8e point, c'est une question, enfin c'est une proposition que j'ai déjà entendue dans les échanges, qui a pour proposition de donner corps en fait à nos innovations sociales à travers les relations qu'on a à nos collectivités, avec un travail auprès de chercheurs, d'autres acteurs, pour vraiment constituer les récits de nos lieux, laisser des traces, pour pouvoir les partager et permettre leur diffusion. Il y avait la proposition de réussir à sortir de dispositifs éphémères qui sont liés à une durée liée au mandat des collectivités, qui font que ça nous cale dans des schémas de temps. Et la proposition, c'est de trouver des solutions pour en sortir. Sur un avant-dernier point, la proposition de développer des concepts de modalités d'évaluation de nos projets et de faire reconnaître notre droit à d'autres modes d'évaluation qui seraient beaucoup plus représentatifs de nos réalités. Et ensuite, en avant-dernier point, il y avait la question des conventions, de développer des conventions et qu'elles soient, qu'elles restent dans l'ordre de la composition entre un équilibre toujours vivant, entre un rapport de confiance et un rapport de force avec nos interlocuteurs. Et la dernière question, elle a été soulevée par rapport au fait que certaines structures, malgré qu'on leur ait reconnu une qualité d'utilité publique, elles ne puissent pas bénéficier d'un soutien de collectivité. Et donc, c'était la proposition de comment remédier à ce type de réalité-là. Voilà, c'était les 12 points qu'on a fait émerger de nos ateliers cet après-midi. Merci, bravo à tous les 5. Merci aussi aux 4 duos qui ont animé les ateliers tout au long de la journée, que je n'ai pas remercié, mais voilà. Là, tout de suite, on vous propose de boire un verre dans le foyer. Sachez par ailleurs que pour rentrer à Paris, il y a un train direct toutes les heures passées de 8 minutes. Voilà, le prochain est très proche, à 9h08, et puis après il y en a chaque heure passée de 8 minutes. Sinon, on se retrouve demain, donc à 10h, pour un premier débat le matin autour de la question du partenariat entre société civile et politique publique, notamment à travers 2 exemples qui sont ceux de la région Midi-Pyrénées et de la région Île-de-France, où là, dans des temporalités différentes, 2 réseaux d'acteurs ont œuvré pour faire avancer à la mise en place d'une politique publique de soutien à ces structures. Et enfin, l'après-midi, en plénière également, autour de la question de la suite. Comment on avance tous ensemble? Que fait-on demain collectivement? Voilà, bonne soirée.